films. Ah, faire des films en général? En général, oui. Ah, en général. Déjà, en général. Ouais, c'est un peu Parce que bateau. nous avons eu le plaisir Oui. de voir aussi votre court-métrage. Ouais. Court-métrage, vous avez vu, un court-métrage que j'avais vu. Ouais. Le Centre d'Avec. C'est vrai que ça, donc, Grand Paris, c'est un long métrage, un petit long métrage, parce qu'il est court pour un long métrage. Et avant ça, j'avais fait des films plus courts, donc des courts-métrages. et alors, pourquoi j'ai commencé à faire ça? À l'origine, justement, c'est un peu bête, mais c'est juste parce que j'adore le cinéma, quoi. D'accord. Et les émotions que j'avais en regardant les films, elles étaient tellement fortes et ça m'a tellement passionné que j'avais pas envie de faire un métier. Enfin, je voulais faire quelque chose de ma vie qui avait un rapport avec le cinéma, quoi. Et au début, je pensais plutôt que j'aimais beaucoup écrire, peut-être plus dans la critique justement, ou des trucs journalistiques, mais je savais pas bien ce que ça voulait dire. Mais je m'étais orienté, j'avais pas vraiment de prétention à créer, enfin à faire des films, quoi. Surtout en fait parce que j'ai aucun rapport manuel technique aux objets. C'est-à-dire je sais pas vraiment utiliser une caméra, je faisais pas de photos, enfin j'ai vraiment l'impression que réaliser ça voulait dire savoir faire des belles images et tout ça. Je me suis rendu compte après que y a des cinéastes qui font de l'image et puis il y en a d'autres qui sont plus moi par exemple vraiment je touche pas du tout à la technique, quoi. Vous étiez plus dans l'écriture. Plus l'écriture, ouais, c'est ça. Ou ce qui a dans la. Ça veut pas dire que j'ai pas de vision de l'image, mais moi-même je sais à peu près vers quoi je veux aller, mais je sais pas comment le faire, quoi. Et donc on s'entoure de collaborateurs et de collègues et tout ça qui eux trouvent des solutions techniques pour arriver au résultat. Et donc au début je voulais plus écrire des scénarios et vu que je connaissais personne trop à ce moment-là dans mes groupes d'amis, dans les cercles avec lesquels je traînais, je connaissais personne qui avait vraiment ce truc de moi je veux être réalisateur. Donne-moi ton scénario, je vais faire un bête de film avec personne, vraiment s'est manifesté. Et donc, je me suis dit qu'il y avait un espace pour que moi j'essaye. Pour le faire soi-même. C'est ça, et ça m'a beaucoup plu. C'est juste ça. Donc, un premier court-métrage autoproduit, bénévole totalement, avec des camarades de classe. À ce moment-là, moi je faisais des études littéraires, du coup, avec une option cinéma. Et c'est un peu maintenant, on en a marre de faire des dissertes, même si c'était hyper intéressant. On a vraiment beaucoup bossé la théorie du cinéma. Et du coup, il y a une espèce de frustration aussi de se dire on aimerait bien maintenant essayer tout ce qu'on a emmagasiné, ça donne envie aussi de nous d'exprimer des choses avec ce médium-là qu'on connaît mieux maintenant en théorie, et c'est comme ça que ça a commencé. Après ça m'a plu, j'ai fait plusieurs courts-métrages, et voilà. Il y a un point commun avec toi quand même, Delphine. Okay. Ah ouais, il y a un point commun avec Delphine. Ah même. Ah bon? Oui, mais... C'est l'amour du cinéma? Également. C'est un point commun probablement entre nous tous, l'amour du cinéma, non? Des gens qui détestent le cinéma dans la salle. C'est pour ça en général, c'est un peu, ça c'est la raison qui nous... Mais je parle dans l'écriture. Ah, l'écriture. L'écriture et dans les équipes. Et ce truc de passer de l'écriture à se dire je peux réaliser, quoi. Delphine, toi un peu Delphine aussi. C'est pas moi. Non, en fait je fais des... Alors est-ce qu'il fonctionne? Il y a une noix d'être sur scène. Un écureuil est passé. Ouais. On dirait la tête de Kylian Mbappé. Une tête de noisette. C'est vrai, on dit souvent ça. Enfin, un peu moins maintenant. Ouais. Non, du coup, Marie-Claire m'a poussée à parler de moi, mais non, du coup, je fais des études d'art du spectacle, de cinéma et de théâtre. À Nanterre? Oui, à Nanterre. Et du coup, le ras-le-bol de comment dire, de la théorie se fait sentir. Ouais, c'est un petit peu facile. Justement, à la fac, dans ce ras-le-bol-là, justement, c'est quelque chose, moi qui m'a aidé à trouver plein de gens qui avaient grave envie de faire autre chose et qui étaient prêts, dans des conditions parfois un peu galères ou sans argent et tout, de mettre la main à la pâte vraiment, justement parce qu'ils en avaient marre de ces études trop théoriques, quoi. Et pour revenir au film, parce que vous disiez que vous ne saviez pas vraiment utiliser les caméras, etc. Comment s'est passée la gestion de tout un plateau et la gestion des acteurs et de vous-même en tant qu'acteur dans le film? J'avais fait des courts-métrages, donc le côté gestion du plateau, on avait déjà travaillé, déjà on n'est pas nombreux, donc c'est pas hyper impressionnant, on est une dizaine, c'est pas comme si il y avait équipe A, équipe B, mégaphone, talkie-walkie, et que j'ai l'impression d'être genre à la tête d'une armée, quoi, pas du tout. On fabrique les films comme une bande de potes, quoi. Donc on se connaît bien, et bien sûr c'est quand même, j'ai un rôle un peu différent, je dis action coupée, je chapeaute le truc, mais on est quand même... c'est un peu pyramidal quand même, mais c'est entre potes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'un plateau de cinéma, ça peut être hyper... la hiérarchie est quand même assez souvent...
Marqué, quoi, ouais. Et nous, encore une fois, je prends des décisions cruciales et en même temps, on échange beaucoup, on est dans un truc de dialogue avec les gens qui je travaille, qui sont mes amis, et avec qui on a beaucoup travaillé ensemble. Donc il y a une relation de confiance, on se connaît très bien. Notre rapport, il dépasse juste le taf. Et l'artistique, on l'a aussi peaufiné ensemble de film en film. Parce qu'encore une fois, on a fait 3 courts-métrages ensemble, puis Grand Paris, puis après on a refait un autre court-métrage. Donc il y a un truc aussi, on a des habitudes de travail et on sait quel cinéma on veut faire. On a vraiment un langage en commun. Et là-dessus, c'est vrai que mon premier tournage, je me sentais pas légitime, juste de dire action coupée, de dire c'est bien comme si je savais pas, je demandais leur avis aux gens un peu, ce que je continue à faire aussi maintenant, mais j'étais beaucoup moins sûr de moi. Là, j'ai l'impression d'avoir trouvé un peu, de savoir un peu comment je dois raconter les choses, quoi, mon ton en fait, un ton. J'ai l'impression que je commence à voir ce que je veux faire et ça me rassure, mais alors bien sûr il y a plein de moments où je doute, je suis pas sûr et tout. Pour me diriger moi-même, c'est un truc de feeling. Hein. Le fait de. Comme j'ai trouvé le ton, je vois à peu près, je sens comment je veux que les gens jouent, quelle tonalité, quelle énergie. Par exemple, dans le film, les personnages sont souvent assez souriants, assez à la cool, relax, rêveurs, et tout ça. Ça donne comme. C'est comme si tout le monde est accordé dans cette espèce. Un truc harmonique, quoi. On est tous au diapason de cette ambiance-là. Et du coup, c'est simple de savoir si on est dans la justesse par rapport à ce ton-là ou pas. Moi, ouais, je le sens assez rapidement parce que c'est très marqué comme ambiance, comme façon de jouer. Et moi, c'est au feeling, vraiment. Si je me sens. Si j'ai l'impression d'avoir fait de la merde, on recommence, quoi. C'est ça, en gros. Et quand c'est bien la scène, je trouve que ça se sent. Mais d'ailleurs, après, j'ai fait des rôles dans des films d'autres gens, et en général, quand c'est pas bien, on le sent, hein, franchement, si on a été pas bon. Vous l'avez tourné pendant le Covid, ce film ? Ouais. Ça a été trop compliqué ? En termes de pratique, vraiment, à la fois, c'était interdit juste. Donc c'était compliqué. Et alors ? Ouais, voilà, c'est ça. Donc en soi, c'était illégal, ça c'est compliqué, mais vu qu'on l'a fait quand même, mais du coup de le faire quand même, c'était hyper facile parce que vu que tout était interdit, on avait beaucoup plus de place, il n'y avait pas beaucoup de monde dans les rues. Ouais, on le voit dans le film, c'est assez désert. Moi j'aime bien cette ambiance de ville fantôme, j'ai l'impression que plus tu t'éloignes plus la métropole, elle devient un peu absurde, parce que tu te retrouves dans des endroits complètement déserts, quoi. Et ça, c'est en grande partie grâce au confinement et au couvre-feu aussi, qui ont été décrétés. Enfin, le couvre-feu, il a même été inventé pendant le tournage. C'est la première fois qu'il y a eu le couvre-feu. En plus, nous, on avait 3 semaines de tournage, et au bout de 2 semaines à peu près, on a fini toutes les prises de jour. On dit bon, maintenant on passe au tournage de nuit, et c'est le jour où le couvre-feu était. Donc ça, c'était un peu. Bon, on avait toujours peur de se prendre des amendes. Et les quelques fois où les forces de police sont venues nous demander, on leur disait, moi je disais que j'étais étudiant en art plastique, que on faisait un projet pour les cours. Une fois j'ai dit que j'étais un rappeur, que je faisais un clip. Et le policier m'a dit, vous faites du rap éducatif. Je ne comprenais pas du tout pourquoi ils me disaient ça, en fait c'est parce qu'ils avaient déjà discuté avec nos collègues qui eux avaient dit qu'on était à la fac. On ne s'était pas mis d'accord sur les excuses, après bien sûr on a décidé une seule excuse, que tout le monde allait sortir au cas où. Mais non, globalement, ça a été. Il y avait beaucoup moins de monde dans les rues. Puis un autre truc aussi, c'est que parfois, quand on tourne dehors et qu'on n'a pas les autorisations, qu'on n'a pas des armées de figurants pour faire les gens qui passent dans la rue, bah, tu filmes des gens un peu comme ça. Puis après, tu vas leur demander leur autorisation pour diffuser leur image, c'est l'autorisation de leur image. Et là, en fait, la question ne se posait pas parce que même si on croisait des gens, par exemple, la dame qui marche à la Saint-Rémy-Chevreuse au début, elle n'est pas au courant qu'on la filme. Mais vu qu'elle a un masque, elle ne peut pas venir nous dire vous m'avez filmé sans mon consentement parce qu'elle ne peut pas prouver que c'est elle, qu'on ne voit pas son visage. Voilà, bon. Ça, c'est un petit truc. Mais tout de suite, dans votre scénario, c'était prévu qu'il y ait un Non. petit peu de monde. Oui, non, j'avais pas prévu la pandémie voilà. en tout cas. Ça, c'est l'effet Non, Covid. celle-là, je l'avais pas vu venir. Ouais. D'accord. L'effet Covid, après, qui est. C'est quand même cette ambiance de nos petits liens où tu ne croises personne dans des immenses villes désertes, ça c'était au scénario. Et ça a été facilité d'une certaine façon par le Covid. Après, on tourne dans des endroits qui sont de toute façon pas très fréquentés la nuit, quoi. Après, la journée, ça a été encore plus accentué. Et c'est vrai qu'on peut être surpris, même moi j'étais assez surpris, finalement, le nombre de personnes qui vont à la gare de Saint-Rémy-les-Chevreuse par jour, parce qu'on a passé des journées entières là-bas. Des fois, quand les RER arrivent, tu te dis, mais c'est place to be, quoi. Le restaurant italien de Saint-Rémy-les-Chevreuse, le lundi midi, c'est un truc de ouf. C'est blindé ? C'est blindé, ouais. Donc voilà, mon ambiance de ville fantôme, c'était pas tout le temps facile non plus, malgré le Covid, malgré les dérogations et tout ça, mais
Moi je trouvais que ça rajoutait une petite atmosphère inquiétante légèrement, un truc... En fait c'est simple, je me suis dit, je peux esquiver complètement le Covid, mais ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus lourd. Et moi j'ai envie de rentrer dans la réalité et de la faire un peu partir en vrille, de la décorer, de la réinventer. Et en restant dans... Je me disais, en définitive, le film, il aura aussi cette atmosphère-là du Covid, ça va l'immortaliser. Et je trouvais ça intéressant d'immortaliser cette période-là. Je me suis dit que ça ne servait à rien de trahir les conditions de tournage dans lesquelles on avait fabriqué le film et qu'il valait mieux rester 100% cohérent dans l'atmosphère du moment. Et vous dites que vous aimez bien, vous voulez garder la réalité. Est-ce qu'il y a beaucoup de moments autobiographiques dans votre film, notamment Le fait que je fume des joints pas nécessairement, mais ouais. Pourquoi pas? Non, bah ouais, je fume plus de joints, mais j'en ai fumé pas mal. Et plus largement, c'est galère d'arrêt de bus et d'être avec des potes qui n'ont pas trouvé leur place dans le monde des adultes et qui savent pas quoi foutre et qui sont des grands enfants un peu rêveurs, prêts à suivre n'importe qui de soir en soirée et à se mettre des caisses, parce que dans le film ils enchaînent les terres et les joints et tout ça. Ça, ouais, à la fin de mon adolescence, elle était vachement comme ça. Et genre, pas mal de gens de ma génération, même des gens en dessous, qui ont vécu ce truc-là dans des villes de banlieue un peu lointaines où il n'y a pas forcément trop d'endroits où sortir ou de trucs à faire. Et moi, je trouve, je glorifie pas du tout, genre, au contraire, même à la fin du film, tu te dis, bah, mec, tournent en rond, ils sont malheureux parce qu'ils fument trop de joints et que du coup, ils ont zéro détermination à se bouger les fesses, à faire des trucs qui leur permettraient de s'épanouir un peu plus. Et non, c'est un peu déprimant quand même aussi ce rapport-là. Moi, là, j'exorcise un peu cette période-là de ma vie où en fait, j'étais pas hyper épanoui, je foutais pas grand-chose, j'avais l'impression de tourner en rond, j'avais zéro avenir, et c'était hyper cool, quoi, comme sensation, mais ça c'est autobiographique. Le rapport au transport en commun, le nombre d'heures que j'ai perdu à attendre des RER, ouais, non mais ça c'est un truc de malade. Même la semaine dernière, j'ai pété un plomb, j'étais à 2 heures de galère par jour minimum, en plus du temps de transport. Carrément. Même je suis allé à Agen, et à Agen j'avais encore des galères. Ah ouais, non, mais là, c'est un truc de malade, quoi. Les TER d'Agen, ils m'aiment à l'envers aussi, tu vois. Bon, mais enfin, ouais, ça c'était important. Cette espèce d'impuissance et de dépendance totale au bon vouloir des lignes de RER, d'être vraiment un tout petit grain de sel écrasé par la métropole. Ça aussi, c'est un truc que j'ai vachement ressenti en tant que mec qui n'a pas de voiture et qui n'a pas de permis d'ailleurs, et qui galère avec les cartes Navigo quand il n'y a plus de train, c'est bloqué, quoi. Je confirme. Ouais, je pense ça, on est tous On a d'accord. tous connu, hein, Ouais. à différents âges. Mais j'aimais bien l'idée de faire un film aussi sur ce truc-là avec les transports. Je me disais, je sais pas s'il y a beaucoup de films qui racontent ça, en tout cas pas en comédie, quoi. Puis l'idée de reprendre la forme du road trip, mais que là, tu es complètement dépendant justement de quelque chose qui dépend pas de toi, c'est-à-dire les transports en commun. C'est l'inverse de la liberté, j'ai une caisse, on part au 66, tu vois. Là, t'es bloqué, tu amorces un truc et en fait, tout de suite, t'es bloqué. Et ce rapport-là au transport, j'ai l'impression il définit pas mal aussi le rapport au monde plus généralement de ces personnages-là, quoi qu'ils veulent faire. Il y a toujours un truc qui bloque ou un truc qui... Il est arrivé là, comment je fais pour rentrer chez moi. C'est ça, ouais. Alors, vous abordez le fait que vous êtes amis avec la plupart des équipes de tournage. Est-ce que vous diriez qu'il y a une sorte de quand même fil conducteur de court-métrage en long-métrage, notamment avec le court-métrage de Sang de la Veine par rapport aux pyramides, à la colorimétrie qui est très pastel, très... ouais, complètement. Très pastel. Très pastel, avec des couleurs très fortes, des néons, du bleu et du rose à fond, quoi. Oui, en plus, c'est comme... Oui, oui, bah, c'est comme ça, quoi. C'est une couleur. Ouais, mais c'est pas chaussures bleues, non. Chaussures bleues, j'ai jamais retrouvé. Le Sang de la Veine et Grand Paris, ils ont été tournés le même mois, en fait. Ouais, donc c'est vrai qu'on était vraiment dans une énergie, dans un geste artistique, enfin dans un délire, quoi. Et moi, j'ai l'impression que les deux films étaient connectés, et le Sang de la Veine m'a un peu aussi servi à préparer et à nous mettre bien, à nous entraîner, à nous... Ouais, être prêt pour arriver en forme et bien sûr de nous sur le tournage de Grand Paris, mais même dans les autres courts-métrages que j'ai fait avant, il y a clairement, je crois, des thèmes qui reviennent beaucoup, notamment l'ennui en fait, l'ennui dans des zones périphériques un peu désertes. Hein. On sent aussi dans Grand Paris, même si j'avais l'idée de faire une comédie plus dynamique que mes courts-métrages, et avec un peu de twist de films d'aventure, de science-fiction, plein de rapports aux gens que je n'avais pas forcément abordé dans mes films d'avant, mais l'idée de potes, de mecs
de figures masculines un peu bizarres, qui ne savent pas trop ce que ça veut dire être un mec, et qui ont du mal à comprendre leurs émotions, qui se cherchent, qui ont du mal à partager, à discuter de leurs émotions. Tout ça, c'est des choses que j'avais déjà abordées dans mes films, avec les mêmes acteurs, avec la même équipe, dans les mêmes décors. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a une continuité, ouais, je crois. Et tout ça, c'est connecté à ma vie, à moi, dans ma vie de banlieue, FGR, Shell. Ouais. N'hésitez pas si. Oh, wow, je me suis pardon. dit, ventriloque. C'est moi. Et il est assez fort ce micro. Ouais, si vous voulez mettre des bâtons dans les roues de Delphine et Marie-Claire, vous pouvez aussi intervenir et simplement pas pour leur mettre des bâtons dans les roues, mais si vous avez envie d'intervenir, de poser des questions. Même le t-shirt est rose. Hein. Ouais. Non, c'est ma couleur Donc préférée. vous nous faites un signe et puis nous on est là. Moi, je voudrais poser une question. Les pyramides. Oui, allez, vous pouvez dire. Ouais, j'adore les pyramides en fait, c'est con. Hein, mais... Vous avez été les voir déjà? Ouais, je suis allé à Gizeh là en janvier. Je suis allé à Gizeh, c'était un rêve. Celle de Sergi aussi? Celle de Sergi aussi, ouais. Et moi, celle qui m'a fait le plus délirer au début, c'était celle qu'on voit dans le film. À un moment donné, ils font les cons à un rond-point là à côté de chez moi en fait, c'est pour ça. Et je la trouve tellement ridicule. C'est tellement bizarre d'avoir mis devant le carrefour de Jean-Surman, d'avoir mis 3 pyramides comme ça. Je trouve ça hyper poétique en fait, mais d'une poésie tellement maladroite, ça me touche beaucoup quoi. Et ça globalement, et c'est exactement la phrase que je viens de dire, bah, c'est aussi le ton des films que j'ai envie de faire. C'est cette espèce de poésie un peu bancale, un peu foireuse, mais que je trouve hyper touchante. Bah, ça c'est quelque chose que j'essaie de faire ressortir dans les histoires, dans les personnages, les situations, les décors qu'on choisit de filmer. Tout ça c'est hyper important et c'est ça qui construit, je dirais, le ton. Voilà. Mais les pyramides, juste j'adore les pyramides et c'est vrai qu'il y en a dans un... c'est parce que j'adore les pyramides en fait. Oui, bah, on a Ouais. Alors, personne ne posait Le de côté questions. Indiana Jones quoi. Le titre du film, le Grand Paris. J'arrive. Bonjour, le nom, le Grand Paris, d'où vient comment vous avez pris la décision de... Ouais. Du titre? Ouais, le titre. Ah déjà, c'est con, hein, mais je trouvais que ça claquait comme titre quoi. C'est clair. Ouais, ça envoie quoi. Ensuite, j'avais le désir qu'on file on file, n'importe quoi. On sente au fil de leur pérégrination. Pourquoi je dis que des mots grammaires? On sente au fil de leur pérégrination. Ma maman est orthophoniste en fait. Qu'on sente ce que c'est que la métropole, qu'est-ce que ce serait que ce Grand Paris, qui est un concept hyper abstrait en fait, qui ne correspond pas à grand chose de mon expérience à moi de vécu, de mon expérience de vécu, c'est n'importe quoi, mon ressenti à moi, de banlieusard en plus de la Grande Couronne. Aussi l'idée que ça s'appuie beaucoup sur les chantiers du Grand Paris Express, dont j'ai appris plus tard qu'en fait la société du Grand Paris ne gérait pas le Grand Paris Express, c'est pas très intéressant, mais quand même c'est un fait assez significatif. C'est bon à savoir, hein, ça pourra peut-être vous servir, j'espère. Et qu'est-ce que c'est que ce Grand Paris? Qui est une notion un peu abordée avec une espèce de recul ou de second degré dans le film, et qui pourtant en fait recoupe pas mal moi un ressenti personnel sur quand le personnage un peu conspirationniste qui est interprété par Sébastien Chassagne et raconte ce truc de la ville qui essaie d'engloutir les autres villes. Et en fait, moi, plus largement, c'est une idée. L'idée de Grand Paris, c'est l'idée que les villes de banlieue sont comme des espèces d'excroissance, sans aucune identité, sans aucune culture, qui peuvent aussi bien devenir un quartier de Paris, ou même être rasé comme Benjamin Griveaux, comme l'avait prévu, quand il voulait mettre une espèce de Central Park parisien environ la gare de l'Est, et donc Aubervilliers et la Courneuve, c'est comme si on s'en fout, on dirait une ville de la carte. De toute façon, en fait, la banlieue, c'est tellement moche et nul qu'on peut aussi bien le virer de la carte et agrandir Paris. Et cette vision-là, moi, elle me déplaît. Parce que j'adore ma ville et j'adore la banlieue en général et sa richesse et la diversité et tout ce qu'on peut trouver en banlieue et qu'on montre très rarement au cinéma ou dans les médias et je trouve assez injuste quoi. Et donc c'est un titre qui peut sembler un peu ironique par rapport à ça. Mais c'est aussi l'idée quand même dans le film de prendre ce terrain, l'Île-de-France, comme un terrain de jeu où on peut convoquer le cinéma de genre, le cinéma d'aventure, de science-fiction et qui deviendrait un vrai décor de fantaisie, de fantastique quoi. Et aussi l'idée qu'au fil de toutes leurs galères ou aventures comme on veut, ils ont fait un peu le tour du Grand Paris aussi. Sans jamais rentrer dans Paris d'ailleurs. Voilà, pour ça le titre. Bon, je me suis rendu compte après qu'il n'était pas hyper vendeur, notamment par exemple à Marseille.
où les gens avaient des scrupules à payer un ticket. Enfin, de base, c'est cool en plus parce que le film, il montre. Ouais, pour le titre. Parce que le film, il a vraiment l'idée de montrer complètement autre chose que Paris, mais la plupart des gens qui se renseignent pas trop, qui voient juste le titre, se disent ah, encore un film sur Paris. Donc je me suis un peu mis des bâtons dans mes propres roues quand même avec ce titre. Mais je l'aime, je m'en fous, enfin je m'en fous pas, mais j'aurais pas voulu changer. Et vous avez des projets? Ah bah ouais, j'ai des projets, ouais. Là, vraiment. Ah, de films par exemple, De plutôt, films, ouais. bien sûr. Oui, complètement, ouais, j'ai écrit un autre film là, j'ai écrit 2 autres films en fait, un court-métrage et un long-métrage, et l'idée ce serait de tourner, en fait, dans pas trop longtemps, un 2e long-métrage au printemps. Et le scénario il est fini, et il a plutôt plu aux gens qui peuvent donner de l'argent potentiellement, donc en fait on monte le budget en ce moment et ça se passe bien. Alors que Grand Paris on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent, c'était un peu galère aussi parce que j'avais fait des courts-métrages mais ils n'avaient pas beaucoup tourné en festival quoi, donc c'était pas du tout, j'avais pas un CV vraiment. Et là Grand Paris, vu qu'il a eu, il est sorti en salle, il a fait quelques festivals, il était plutôt bien reçu, c'est différent maintenant. En tout cas pour l'instant. Et donc là, on est en train de bosser là-dessus pour tourner en mai, je pense. Et donc moi, j'aimerais un peu comme là, j'avais fait un court-métrage avant Grand Paris. J'aimerais bien aussi faire un court-métrage. C'est ça, juste avant. Ouais, c'est ça. Et c'est ça les projets. Et sinon, aussi, on me propose de jouer, vu que là, j'ai joué dans le film et j'ai joué dans d'autres films. Et j'aime beaucoup ça. Et on me propose un peu maintenant. Souvent, c'est des gens que je connais, ou des amis, ou qui veulent faire des films, des gens que j'ai rencontrés, mais on m'a proposé quelques petits rôles dans des films, et ça me plaît beaucoup, et j'ai accepté directement. Aussi. Et votre film et votre court-métrage, ouais. ce sera aussi avec vos amis, la bande, ouais. toujours. Ouais, alors j'aime bien aussi, déjà parce que je rencontre dans la vie des gens à qui j'ai envie de travailler, ou qui m'inspirent, ou des gens que je vois dans des films, et pour qui j'ai envie d'écrire. Mais en même temps, j'aime bien repartir de ma bande à moi. J'ai l'impression qu'elle, non seulement c'est des gens que j'aime et avec qui j'ai envie de travailler, avec qui j'ai envie de passer du temps, mais aussi c'est des gens qui font partie de mon style en fait, qui l'incarnent quoi. Et en même temps, il y a des gens que j'ai envie d'accueillir dans mon univers. Donc j'écris aussi des rôles avec dans des registres un peu différents. Par exemple, là, on a à peu près tous le même âge, et il y a aussi beaucoup de garçons, presque pas de filles. Et dans le prochain film, il y a des personnages féminins beaucoup plus marqués, beaucoup plus importants. Et donc moi, ça me pousse aussi à aller dans d'autres directions, à chercher des profils différents, et c'est grave épanouissant pour moi de ne pas trop tourner en rond non plus. Oui, à avancer. Ouais, voilà, j'essaye un peu. Si j'ai à mon âge, je commence à tourner en rond, c'est mal barré quand même. Mais quand tu vois que même Spielberg, enfin bref, bon. Moi, j'adorais faire Batman. Alors, attendez, que je reformule la question dans la tête. Pourquoi tu veux vous voir en fait? Je sais pas, je crois qu'on s'est envoyé au départ, non? Ah ouais, moi je sais jamais vous voyez. Ah oui, utilisez-vous en fait pour tous les deux. Ah ouais? Donc j'ai une tortue, il n'y a pas de souci. Non, je sais pas, c'est en pleine crise de la quarantaine. En question, il y a quelqu'un, des enfants, ouais, déjà, je dis ça, c'est mal barré, mais il y a des étudiants qui m'ont vouvoyé dans les toilettes d'un bar et je m'en suis pas remis. Sur la question autobiographie, enfin plutôt de la délicatesse, non mais sur des sujets délicats mais qui sont abordés de manière maladroite, voilà. Et le sujet de la bromance en fait, parce que ce sont quand même 2 hommes qui ont du mal justement à parler de leurs émotions, etc. Mais on voit qu'il y a que tu amènes ça de manière assez tendre, comment ils se dévoilent l'un à l'autre par rapport à leurs problèmes et leurs espérances également. Ça, c'est un des trucs les plus central, je dirais, dans le film, c'est comment des garçons qui n'ont pas trop ces codes-là, qui n'ont pas trop ces habitudes-là, ils réussissent à exprimer leurs émotions et ça leur fait du bien quand même. Ça, c'était hyper important. Ça, c'est encore hyper autobiographique. Quand j'étais avec mes potes au collège ou au lycée, dire à quelqu'un que t'es triste ou que t'es stressé ou que t'es machin, c'est une preuve de faiblesse, de malade. Et en fait, tu peux pas te montrer vulnérable, quoi. C'est chiant derrière après. Et ça, j'en ai un peu souffert quand j'étais plus jeune, adolescent. Et avec le recul, je me suis rendu compte que c'était carrément ok et que c'était possible, que c'était bien, que c'était cool. Et j'aime bien mettre mes potes un peu virils, machin, et leur faire des espèces de déclarations d'amour, et tout comme ça. Et de ce que ça crée, c'est trop marrant à chaque fois, et en même temps, c'est hyper mignon. Et c'est ce truc-là que c'est à la fois quelque chose de ridicule ou de comique, en tout cas, mais ridicule, mais pas dans un sens négatif. J'avais un truc vraiment qui est à la fois drôle et touchant. Et ça, encore une fois, c'est une émotion un peu double, moi que j'adore. Et quand ils sont le câlin, moi ce que j'aimerais qu'on ressente,
ça je le contrôle pas, mais ce que j'ai fait en sorte de créer un contexte où on peut ressentir ça, c'est qu'à la fois tu te dis, ah ils sont trop mignons, t'es touché, et en même temps c'est rigolo, parce que même c'est quand même grotesque la façon dont je prends un bras, comment je suis comme ça, enfin tu vois, donc de faire de la comédie, mais de la comédie avec de l'émotion dedans, quoi. Là, c'est réussi. Ouais, bah merci. Il y a des gens qui sont pas touchés, c'est normal aussi, tu vois, ça dépend tellement de ton ressenti, mais après il y a des trucs politiques aussi, tu vois. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter de voir des jeunes sur les noms qui se foutent en wesh, et je le comprends aussi carrément. Ok. Enfin, moi après, j'aimais bien prendre vraiment un parler qui fait un peu mal aux oreilles au départ et de montrer comment, au fur et à mesure, en t'attachant à ces personnages, en dépassant les clichés que tu peux avoir de prime abord, bah, tu vois qu'il y a une espèce de richesse, de complexité, de tendresse, de pudeur, tout ça qui vient derrière que tu n'attendais pas du tout. Tu te dis, ils sont relous, ils fument des gens, ils sont chiants, et qu'il y a quelque chose d'autre, vraiment de l'idée d'aller au-delà des clichés, quoi. Il y avait cette idée-là. Moi, la première, je l'ai vue 3 fois du coup. Ah mince, désolé. Non, c'est bon, parce que plus je l'ai vue, et mieux c'était. Ah ouais, bah on Voilà, la quatrième fois. la première. Et ça serait un bon argument de vente, genre si vous avez trouvé ça nul la première fois, regardez une deuxième fois. Achetez un ticket. Mais voilà, Ah, t'étais passé à côté, ouais, c'est je suis passée à côté. c'est trop nouveau en fait. Voilà. C'était pas mon langage, je suis trop vieille. Mais moi, quand le film est sorti, il y avait pas mal de gens retraités qui avaient entendu parler sur France Inter. D'accord. Et qui disaient, enfin ils étaient en mode, oh waouh et tout, waouh, les jeunes ils sont comme ça, d'accord. Ça nous a fait une expérience. Même il y avait une expérience linguistique un peu vénère, quoi. Il y a plein de mots qui échappent à une certaine partie du public. Aussi parce que Mamadou l'articule d'une façon bien à lui. Hein. Oui, quand même. Moi aussi d'ailleurs, en fait, ouais. Mais lui encore pire que moi. Et j'aimais bien cette idée qu'il y a une immersion linguistique dans le film. Pour vous dire, en fait, c'est un peu hardcore, mais la semaine où il est sorti, il y a des vieux pépés qui sont venus me dire qu'il fallait mettre des sous-titres. Et ouais, c'est un peu violent, quoi. Mais moi, en même temps, je comprends. Il y a plein de mots, d'argot, c'est pas facile de tout comprendre dans le film, surtout quand t'as pas les codes et l'habitude d'entendre des gens parler comme ça. Et je peux comprendre, du coup, il y a un peu un choc culturel, générationnel, quoi. Et j'étais assez surpris finalement qu'un public plus âgé aime le film. En même temps, heureusement que ce public plus âgé existe parce que ça représente une grosse proportion des gens qui vont voir des films d'auteurs, de gens pas connus comme moi, quoi. Exactement. Clairement, ouais. Après, j'étais content aussi quand des gens de ma génération se reconnaissent dans les personnages et que ça leur parle complètement, qu'ils voient comme une sorte de miroir un peu, mais déformant, et qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des personnages qui parlent comme eux, vraiment, qui sont dans les mêmes préoccupations, la même galère qu'eux au cinéma. Ou alors souvent c'est fait par des cinéastes qui ont le double de l'âge de leur personnage, et tu sens toujours une espèce quand même d'écart dans les façons de parler, dans les codes. Tu sens quand même qu'il y a des boomers qui viennent dire c'est quoi la jeunesse, et donc ça crée un décalage, en vrai. Là, il n'y en a pas. Bah ouais, je crois. Enfin, même si je me fais vieux, hein. Quand j'ai tourné le film, j'avais 24 ans, donc... Mais et mon personnage j'avais 22, donc 23, je crois. On est dans une synchronicité un peu, et ça c'est rare en fait. Mais je pensais à un autre truc, mais j'ai carrément oublié. Ouais, c'est pas grave. Les tags rouges, c'est vous qui les avez fait? Ça là? Non, du tout. Vive le roi dans Ah, le c'est moi, ça, ouais. C'est nous, c'est R nous. plus L. Ah, ça, toi, tu as vu plusieurs fois aussi le film. Non, là c'est la deuxième. Ah ouais? L plus R, c'est Leslie et Renard. Oui, du coup. Vive le roi, c'est nous, tout ça c'est nous. En fait, on voulait qu'il y ait toujours du bleu, du jaune, du rouge et du rose dans chaque plan. Et si on n'avait pas dans le décor ou sur nous, on devait le rajouter d'une façon ou d'une autre. Pour te dire, à un moment donné, on est à la gare de Saint-Michel-Chevreuse, et moi je parle aux filles, ça manquait de rouge, et du coup on a mis un paquet de fraises tagada dans l'arbre derrière moi. Mais en fait, ça, si tu regardes le paquet de fraises tagada à ce moment-là, c'est que vraiment tu t'intéresses pas du tout à ce qui se passe, quoi. Ou alors tu as des trucs de l'attention, quoi. Mais en fait, inconsciemment, ton cerveau il enregistre le rouge. Et du coup, il reste dans la position de se dire, ok, on est toujours dans le même film, il y a toujours les couleurs, même si tu ne réfléchis pas comme ça, mais à l'inverse, s'il n'y était pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui te dérangerait un peu dans ce plan, mais je ne saurais pas quoi exactement. C'est des trucs que j'ai compris là en bossant, en préparant le film, à quel point, en tout cas, l'usage de la couleur, pour moi, il est devenu hyper important, hyper important. Et donc, on a un côté presque maniaque, quoi. Tu vois, bon, là, il y a du jaune. Bah, grâce à ma tête, il y avait toujours du jaune. Oui, il y avait toujours du jaune. Ouais. Du rose, du bleu et du rouge, la preuve. Mais dans tous les plans, normalement, il y a ça, sauf si on s'est raté, mais on ne sait pas ce qu'on va rater là-dessus. Et c'est l'idée d'avoir un vrai style visuel hyper marqué, quoi. Et c'est nous qui avons rajouté les tags, mais c'était de la peinture à eau, on l'a retiré après. On était gentils. Sauf un seul que j'adorais,
C'était Le Monde ou Rien au début derrière l'arrêt de bus, Ah le oui. premier. Celui-là, je le trouvais très stylé, je l'ai laissé, je l'ai gardé. Ouais. Mais sinon, on était vraiment La gentils. coche Ouais, de l'abribus. exactement. On l'a retenu. Hein. Ouais, bah ouais, je vois J'ai ça. regardé le film. Ça fait plaisir, hein, c'est flatteur. La scène des Oui. tunnels. Attendez, j'arrive avec le micro. Oui, très court. Mais la scène de rap ou de slam, je sais pas, Ouais. qu'on voit dans la soirée, là, ça vient d'où en fait? Ah, en fait, l'actrice, elle m'a dit qu'elle commençait à faire un peu de chansons et elle m'a proposé de tenter le truc. Donc on a fait une prise, elle a mis une instrumentale sur une enceinte et elle a rappelé comme ça, on l'a filmé. Et je me suis dit que ça pouvait potentiellement beaucoup me servir au montage, ce qui a été le cas, parce que je trouve que c'est une scène vachement forte, en fait, elle dégage quelque chose qui est... Et on en parle souvent d'ailleurs de cette scène et de cette actrice alors qu'elle a un rôle assez bref. Et ça, je l'ai laissé. Elle m'a proposé, j'ai senti que ça pouvait rentrer dans le ton du film et je suis hyper content. Depuis d'ailleurs, c'est pas lié directement au film, mais elle s'est vraiment lancée dans la chanson et elle vient de sortir un petit album et tout, elle fait des concerts et en fait, entre-temps, ouais, elle est vraiment devenue musicienne complètement, c'est super bien ce qu'elle fait d'ailleurs. Elle s'appelle Marguerite Thiam. Voilà. Et c'est une actrice, aussi musicienne maintenant. Elle a aussi réalisé, elle fait pas mal de trucs et je trouvais qu'elle avait une personnalité vraiment forte, quoi. Elle dégageait un truc et donc on avait envie de la filmer dans ce qu'elle pouvait nous offrir. Voilà. Moi, je sais pas, j'aime bien. J'arrive. On parle souvent d'elle alors qu'elle a un tout petit rôle dans le film. En vrai. Les paroles sont... Ouais. Oui, simplement pour savoir la scène de l'exploration des tunnels. Est-ce vraiment attrait à la ligne 16? Non, pas du tout. D'accord. Ça, c'est facile de tricher en fait. On a fait semblant de rentrer sur le chantier où il y avait écrit ligne 16, mais dès qu'on coupe, on est complètement ailleurs. D'ailleurs, on est à Méry-sur-Oise en fait. Ah bon? Ouais, à Méry-sur-Oise. On est dans les carrières souterraines et carrières rénotes de Méry-sur-Oise, qui sont réservées au club de spéléologie de Méry. Et où le baron en pain a été séquestré pendant presque 2 mois. C'est là qu'ils lui ont coupé le petit doigt. Ah, c'est là, c'est Dans la petite tente orange, ouais. C'est pas du tout mignon, mais j'ai appris ça après. Ça m'a foutu un peu la frousse. Mais on a tourné toute une journée dans ces carrières-là. Voilà, c'était vraiment Indiana Jones. Hein. Mais ouais, mais ça, c'est pas du tout un tunnelier des N16. Par contre, c'est vraiment là qu'il y avait les rampes de lancement pour le missile V2 des nazis. Ça, c'est vrai. Amérique? À Méry, ouais. Ah oui. Ah ouais. Voilà. Mais c'est une petite tricherie tranquille, quoi. Tu filmes un plan large et puis tu le recoupes à l'intérieur d'un autre truc. Fais ça de temps en temps. J'essayais de rester assez fidèle au décor quand on disait on est dans telle ville, de vraiment filmer cette ville. Encore une fois, parce que je voulais mettre en valeur à chaque fois l'identité et la richesse de chaque ville. Parfois, je trichais un peu quand même parce que tu as aussi des impératifs narratifs, de récits, de décors, de tout ça, et qui font que bon, je ne pouvais pas toujours le respecter. Mais j'ai essayé un maximum. Là, j'ai carrément pas respecté, pour le coup, c'est vrai. J'ai bien triché. C'est bien parce qu'on y croit. Ouais, c'est la magie du cinéma. Eh oui. Est-ce que tu penses que réaliser un court-métrage puis un long-métrage en tandem, ça te permet de aussi voir la température, comment tu peux gérer les acteurs, et te gérer toi si tu es toujours acteur dans tes films et aussi, comme tu disais, donner ce ton, pouvoir tester des techniques, juste tester le ton que tu veux donner. Franchement, je trouve ça super, moi, comme fonctionnement, c'est un luxe après, hein, parce que c'est difficile de faire un court-métrage, c'est difficile de faire un long-métrage. Donc, nous, ce qu'on fait en général, c'est que j'écris un court-métrage vraiment court et très facile, avec un seul décor. Vraiment, qui en termes de préparation pratique, soit pas trop contraignant, quoi. Qu'on puisse faire avec peu d'argent, tout ça. Mais ouais, moi, je trouve ça trop bien de bosser comme ça. Ça m'a beaucoup servi. À la base, c'est un peu prétentieux comme référence. Mais moi, j'avais entendu parler, je sais plus, que c'était le bon Kar-wai qui galérait sur le montage d'un film et qui avait tourné un autre film parce que justement, il était bloqué dans un... Et ça lui avait quand même fait prendre du recul et tout. Est-ce que quelqu'un peut confirmer cette anecdote? Je pense pas. Je crois qu'il a fait Fallen Angels parce qu'il buguait sur Shooting Express ou l'inverse. Bon, en fait, c'est peut-être une légende urbaine. Mais moi, ça m'a beaucoup inspiré, cette idée-là. Et la première fois que j'ai fait ça, j'avais tourné un moyen-métrage un peu long, un peu dur, et un court-métrage parce que j'arrivais pas à monter le film. J'arrivais pas à terminer ce film, et j'ai eu une idée d'un autre truc. Et en fait, de le faire, ça m'a aidé à prendre du recul, à trouver des nouvelles idées sur le précédent. Et du coup, le côté tandem, ça m'a toujours
Ouais, ça me plaît beaucoup maintenant. Mais aussi, et c'est juste que quand tu réalises comme ça un film, il peut y avoir une grosse période d'inactivité entre deux projets. Et moi, par exemple, là, je tourne en 2020, donc ça fera 4 ans que je n'ai pas tourné. Et je suis rouillé, quoi. Tu sais, j'ai plus l'habitude, c'est un rythme, c'est une pression spéciale, une ambiance très particulière. Voilà, tout ça, c'est des éléments à prendre en compte et de me remettre un peu dans le bain avant d'attaquer, parce que là, Grand Paris, c'est 3 semaines et demie, mais mon prochain film, ça risque d'être 4, 5, peut-être même 6 semaines de tournage. C'est un marathon, quoi. Sur la durée, sur l'ampleur, c'est épuisant, c'est éreintant, même psychologiquement, tout ça. Et de se remettre dans l'ambiance tournage, avant, moi, je trouve ça trop bien. Et effectivement, de tester des choses, de tester des relations, des gens à des postes en particulier, par exemple, avec qui j'ai pas trop l'habitude de travailler, de voir un peu sur le court-métrage si ça match ou pas. Si dès qu'il y a un peu de pression, quand on commence à s'engueuler, peut-être sur le long-métrage pour réfléchir, enfin, des choses comme ça, quoi. Moi, je trouve ça intéressant, ouais. Moi aussi, j'adore ce moment de création, ce moment de partage qui est un tournage, et pour moi, tous les prétextes sont bons pour pouvoir faire un film. Oui. C'est le but. Bah ouais, en tout cas, ouais. Moi j'avais une petite question, après aussi n'hésitez pas, et puis on pourra peut-être bientôt finir, à voir. Sur une double question en fait, à la fois pour Martin et pour vous aussi qui avez participé à l'atelier, sur le rapport à l'écriture, parce que du coup il y a un peu l'écriture qui est au-dessus de nous, et sur ta façon du coup d'écrire, est-ce que c'est plutôt quelque chose que tu accouches dans la douleur, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose d'agréable, et voilà, ces moments d'écriture, et du coup c'est pour ça aussi que je pose la question à vous, les filles, sur votre façon d'avoir vécu l'atelier, parce que c'est intéressant aussi ces moments que vous avez passés autour de l'écriture, et quelle relation vous avez justement avec cette écriture. Donc je vous pose la question à vous trois. Moi je pense pour vous ça doit être chiant d'être avec Marin quand même un peu. Non, pas du tout. Non, moi j'ai vu l'envers du décor, parce que j'anime des ateliers d'écriture, et du coup j'ai vu la souffrance que l'on pouvait avoir devant la page blanche. Ah ouais. C'est pas très agréable la page blanche. Non. Pas trop, moi j'ai pas trop eu de moment de page blanche, mais plus de moment de me dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est n'importe quoi, ça peut pas devenir un film. Ou alors si ça en devient, tout le monde va s'en foutre, quoi. Pour la critique, je pense que c'est la même chose, hein. Ouais. Après la critique, tu parles pas de zéro, quoi. Si. Tu parles du film un peu quand même, non? Oui, mais c'était nouveau. Non mais bien sûr, mais tu sais, des fois, moi, genre j'écris un truc et je me dis mais ça sert à rien ce que j'ai fait. C'est inutile. Moi, je trouve que c'est compliqué parce que là, c'est critiquer, faire la critique d'un film, et c'est pas le même travail universitaire où on sait que ça appartient à tel genre, à tel courant, etc. Là, c'est un peu out of nowhere et on doit faire quelque chose. Ça veut dire sorti de nulle part pour ceux qui parlent pas anglais. Merci pour la traduction. Donc oui, moi, je trouve que c'est dur d'écrire sur un film comme ça. Mais moi aussi, je trouve ça dur. Hein. Ça, j'ai pas. T'as déjà fait des critiques? Ouais, j'avais un cours à la fac critique, je kiffais. Je trouve ça super intéressant. En fait, j'avais l'impression que c'était un exercice aussi artistique. Même parfois, les critiques sont plus intéressantes que le film. Je me suis déjà dit ça. D'accord. Non, vraiment. Et je sais pas, j'ai pas lu vos critiques, j'espère qu'elles sont pas trop méchantes déjà. Mais c'est intéressant, on va les lire. Rire Express régional. Incroyable comme titre. Ouais. Je vais pas le lire d'un coup, je suis un peu poli quand même. Ah, merci. On vous les donnera tous à la sortie. Ouais. Non, y a dans l'écriture, il y a quand même des moments où c'est jouissif de trouver des idées. Moi, je m'amuse beaucoup à écrire des dialogues surtout. Et quand tu as une nouvelle idée de blague et de situation, c'est un côté. C'est comme moi, je me sens un peu comme un gosse qui joue avec ses petites voitures et qui invente des scénarios, quoi. Parfois aussi, je me prends du recul, je me pose des questions un peu plus chiantes, genre de structure, ou alors de où est-ce que ça va, ou alors de est-ce que ça va intéresser quelqu'un sur Terre. Ça, c'est un peu plus relou, quoi. Mais et puis des moments aussi, tu n'avances pas trop, où tu galères, tu tâtonnes, ça peut être très frustrant. Et moi, ce qui me plaît pas énormément à la base dans l'écriture, en général, c'est le côté la solitude. Je suis pas hyper un gros fan de solitude. Mais après, j'ai mes périodes, des moments où au contraire, je suis content de m'enfermer un peu. Ça dépend vraiment des moments, des moods. Mood, ça veut dire ambiance. Et moi, des fois, j'adore et des fois, ça me saoule grave.
Mais c'est pas ce que je préfère sur le film en tout cas. Moi je préfère le montage. Le montage j'adore. Puis le tournage aussi. Scénario aussi. Non, c'est pas le moment où je m'amuse le plus moi. Mais c'est quand même la construction du film. Ah oui, c'est important, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr, c'est important. Et quand même, je trouve du plaisir. Mais je sais pas, le fait d'être tout seul déjà, c'est de ne pas avoir vraiment de dialogue intervalle. Alors bien sûr, mon producteur maintenant, avec qui j'ai fait mes courts-métrages, ce film, et avec qui je travaille maintenant sur un prochain film, on a une relation comme ça, mais d'être tout seul avec ses idées, c'est un peu frustrant des fois. Je trouve. Ça répond à la question, non? Là, c'est pas un accouchement douloureux, hein. Non plus, hein. Mais ça peut être chiant des fois. Je voulais savoir si c'est possible de savoir combien ça coûte en fait. Ah, je t'attendais cette question. Combien ça coûte le film en entier? C'est une somme hein, quand même, mais ça reste un budget très très petit par rapport à la moyenne. Je sais pas si vous avez des idées, parce que des fois je dis, il faut savoir qu'en moyenne, hein, et après on fait, mais on sait, donc je sais pas si vous pensez pas, un premier long métrage sans trop de casting, ça peut facilement coûter 1 million, 1,5 million en moyenne quoi. Ah ouais. Ouais, c'est choquant. C'est des longues périodes, beaucoup de gens qui travaillent, du matériel. Ça en gros, hein, à peu près 1 million, 1,5 million. Mais il y a des films moins chers, puis il y a des films beaucoup plus chers aussi. Donc voilà, en partant de ça, il faut savoir qu'en dessous de 800 000 €, le film il est ce qu'on dit hors annexe. C'est-à-dire il n'est pas vraiment dans les clous de la législation de comment on fait un film en France. Moi, un film il coûte vraiment beaucoup moins parce qu'on a fait qu'un budget de court-métrage à l'origine. Et donc, on est parti, on avait un peu moins de 120 000 € pour faire le film. Et finalement, le fil en aiguille, avec aussi la sortie salle qui a rajouté des frais et plein de trucs comme ça, la post-production, le montage, la musique, enfin toutes ces choses qui s'accumulent, le film coûte 200 000 € à la fin. Ce qui est pas mal, ce qui est déjà dur à trouver, hein, 200 000 €. Moi, je les avais pas sur mon compte. Ah bon? Non. Et en même temps, ce qui est beaucoup moins que la moyenne, c'est sûr. Et vous saviez que vous alliez le passer avant de faire? Qu'on allait le passer en salle? Ouais. Bah on en rêvait, mais on n'était pas sûr que ça allait marcher. Parce qu'on n'avait pas de distributeur. En général, quand tu commences le tournage, tu sais déjà qui va sortir le film, qui va être le distributeur. Et si t'as pas ça, bah vraiment rien ne t'assure que tu vas en trouver un une fois le film terminé. Du coup, c'est un peu un pari risqué. Parce que si tu engages tes frais, qu'à la fin personne sort ton film et que tu le vends nulle part, bah, tu as juste foutu de l'argent en l'air pour un film qui n'existe pas ou alors que dans des contextes hyper particuliers, quoi. Genre sur des séances spéciales, mais pas de sortie salle. Ça aurait pu complètement arriver. Nous, la chance qu'on a eue, c'est que le film il a été programmé à l'Acide, qui est une sélection à Cannes, qui montre des films indépendants, souvent justement des films assez hybrides ou hors des sentiers battus. Et nous, on a fait partie de la programmation 2022 et vu que les retours étaient assez bons au moment de Cannes et qu'on a eu un peu de presse et que d'autres festivals, il y a eu un petit effet boule de neige, quoi, on a trouvé un distributeur comme ça. Mais sans l'Acide, on n'aurait probablement pas trouvé de distributeur et on ne serait pas là en train de discuter, quoi, je pense. Enfin, j'en sais rien, c'est bizarre mais globalement, quand tu pars sans distributeur, c'est un peu chaud. Surtout que là, on sortait du Covid, donc il y avait plein de distributeurs qui avaient des films pré-Covid qui devaient encore sortir et qui nous disaient, mais nous, on est plein de chez plein pendant encore 2 ans. On ne peut pas racheter un film en plus, mais il n'y a pas de casting, on n'est pas du tout sûr que les gens vont venir le voir. Tu vois, c'est un peu compliqué, quoi. Mais on a trouvé un distributeur qui s'est beaucoup battu pour que le film existe. Et que je remercie d'ailleurs JHR. JHR, c'est le nom de la boîte de distribution. Et la production, du coup, vous avez une boîte Non, c'est un producteur qui a l'habitude de faire des films. Je crois que son premier film, c'était en 2003-2004. Il n'a pas le même âge que moi. Moi, je faisais pas de film en 2003. Il a bossé avec des cinéastes un peu, il a fait les premiers films de Justine Triet par exemple, donc, ou de Sophie Le Tourneur, ou de Antonin Perret-Jadot, qui sont moi des gens dont j'aimais beaucoup les films. Donc j'étais très content de pouvoir travailler avec lui, c'est vraiment le producteur pour moi des films français que je trouve les plus intéressants. Mais lui, donc non, il a l'habitude aussi de faire. Par exemple, le premier film de Justine Triet, La Bataille de Solferino, c'est presque dans des conditions à moitié sauvages, à moitié. On n'a pas trop toutes les autorisations, on n'a pas beaucoup de thunes, on fait le film comme ça, le film va à l'acide. Il a fait plusieurs films comme ça,
un peu en mode pirate, quoi. Et c'est quelque chose, lui, que, en tant que producteur, je parle à sa place, hein, mais je sais que c'est des choses qui l'excitent beaucoup dans son métier de producteur. Plutôt que d'être juste, bon, bah, on a tout l'argent avant, bon, bah, on va à ce festival, bon, et tu déroules. Tu sais, le côté un peu épineux, semé d'embûches, de faire des paris, de gagner ses paris, tout ça, c'est quelque chose, lui, qui le motive beaucoup dans son métier. Mais c'est une boîte de production qui s'appelle Etche Film, qui a fait beaucoup de films, moi, je trouve très intéressants. Voilà. Le film de Mandico aussi, là, plus récemment. Moi, c'était Benoît Forgeard, je ne sais pas si vous connaissez Benoît Forgeard, qui a fait un film qui s'appelle Gaz de France. Ça, c'est le film qui m'a fait vraiment aimer la boîte de production, et même qui m'a permis de les rencontrer, parce que je suis allé parler à la fin d'une séance au réalisateur. Et c'est comme ça qu'il, des années plus tard, vu qu'on était devenus à peu près amis, il m'a présenté à son producteur. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des films produits. Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça apporte par rapport à, concrètement, par rapport à un métrage amateur La production? Ouais. Ah bah qu'on est payé, déjà. Ça, plus. Bah ouais, ça c'est déjà bien. Et aussi, bah, par exemple, le premier court-métrage produit que j'ai fait, il a été acheté par Arte, il a été diffusé sur Arte. Donc par rapport à mes 2 premiers courts-métrages autoproduits, l'échelle de diffusion, elle est... Enfin, mes 2 courts-métrages d'avant, ils avaient été juste passés à la médiathèque de Chelles, quoi. Donc là, d'un coup, tu as des gens que tu connais pas qui voient ton film et qui... Enfin, on a fait même beaucoup de... D'ailleurs, il a été très diffusé, ce film, pour un court-métrage. Et pareil, c'est un peu... Il y a quelque chose d'injuste là-dedans, mais aussi, il y a pas mal de festivals de courts-métrages aussi, qui vont avoir une attention particulière avec les boîtes de prod dont ils ont l'habitude, dont ils connaissent le catalogue, la renommée. Ça facilite parfois aussi les sélections en festival, qui, pareil, te donnent une visibilité quand tu débutes et que bah, tu fais tes premiers pas. C'est difficile, en fait, de montrer ses films et d'avancer, quoi. Et d'avoir une boîte de production, ça aide énormément à ça. Pareil, ça aide juste à ce que ce soit pas bénévole, que des trucs comme ça. Puis c'est aussi un interlocuteur artistique, quoi, moi qui m'a fait énormément progresser. Les retours sur le scénario, son expérience sur le tournage. Et puis après, moi, mon producteur en particulier, je parle pas au nom de faire un film produit en général, mais juste mon producteur, avec qui j'ai une relation, mais qui est devenue aussi amicale après ensuite. Lui, je le trouve vraiment génial au montage. Je trouve qu'il a des intuitions, il a un rapport au montage qui, moi, m'a énormément aidé et fait progresser sur Grand Paris et sur d'autres films aussi. Et mais de toute façon, un long métrage autoproduit, ça devient rarissime, c'est pas impossible, mais de ensuite trouver un distributeur et d'être un peu sur le marché juste. Et donc d'avoir de la visibilité et de la diffusion sans producteur, c'est, encore une fois, je dis en général, hein, c'est un peu schématique, mais c'est devenu vraiment rarissime, quoi, de faire ça. Après, c'est à double tranchant aussi, parce que du coup, moi, par exemple, en tant qu'auteur, je cède mes droits. C'est-à-dire que j'ai pas des droits du film. Et s'il y a de l'argent qui rentre, par exemple, si c'est pas prévu dans le contrat, je touche rien. Et je peux pas décider de on va faire ci, on va faire ça, j'ai vendu mes droits. Voilà. Ça fait flipper un peu, quoi, pour 30 ans en plus. Ouais. Par exemple, si je veux faire Grand Paris 2, et s'il n'est pas d'accord, bah, je peux pas faire Grand Paris 2. Ce serait dommage. En général, les suites sont toujours mauvaises, donc... Ouais, sauf Terminator 2, le jugement dernier. Je suis trop jeune. Terminator 2. Le multiverse? Ou Spider-Man 2? Ouais, Spider-Man 2 de Sam Raimi. C'est vrai. Mais Terminator 2, le jugement dernier, quand ils sont dans le couloir et que tu captes qu'en fait c'est le flic le méchant et que Schwarzenegger est devenu gentil, le ralenti quand ils sont dans le couloir. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Jugement dernier. Je vous le conseille. Ouais, mais limite, on s'en fout, quoi. Il y en a d'autres comme ça. Le Spider-Man et le Multiverse aussi, moi j'ai préféré le 2 que le 1. Le dessin animé, là. Ah oui, pas moi. Ouais, c'est vrai. Ça marche pas avec Indiana Jones 2, mais... Ok, peut-être je vous laisse peut-être conclure les filles. Et après, si ça vous dit, les participantes à l'atelier, on fait une photo finale de tout le monde sur scène. Ah, il n'y a que des filles dans l'atelier? Bah, il y avait un homme, mais il n'est pas là. Ah ouais, parce que sinon, grâce à lui, il aurait écrasé tout le monde avec son masculin l'emporte. On aurait dû dire il. Si ça vous dit de faire une photo finale, tout le monde, enfin, les participantes à l'atelier du coup avec Martin. Les autres, par contre, non. Si on fait monter tout le monde, ça va être compliqué. Mais,
merci et avec pour votre Marin attention, aussi. en tout cas. Et avec Marin aussi. Merci beaucoup. Non, c'était intéressant, c'est super, vous avez fait du super travail. Merci. Ça va, c'était pas trop long, ça, c'est plus long que le film. Travaillé.